à Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans votre magazine à Paris numéro 82 pour l'automne 2023. À la une, être jeune à Paris et s'y sentir bien. Édito, Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris prend soin des jeunes. À Paris, nous voulons faire de la jeunesse l'un des plus beaux moments de la vie. C'est pourquoi nous avons à cœur d'accompagner les jeunes dans tous les aspects de leur émancipation, en leur offrant un accès à la culture, au sport, à des conseils sur leur avenir, aux soins, à des aides pour trouver un travail ou un logement. Passe jeune, activités gratuites dans nos bibliothèques, cours de sport, aide au logement ou à l'orientation, maison étudiante, nous ne manquons pas d'initiatives concrètes pour assurer ce suivi. Et pour que tous les jeunes aient accès à ce que nous proposons, nous avons ouvert Quartier Jeunes, QJ, dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement en plein cœur de la capitale. Ce lieu unique en France, entièrement dédié aux jeunes, à leur avenir et à leurs attentes, réunit en un seul et même endroit toutes les informations qui peuvent aider ou concerner les jeunes parisiens, comme les jeunes qui choisissent de s'installer dans notre ville. Nous avons aussi ouvert l'Académie du climat où les jeunes peuvent se réunir pour échanger, se former et monter des projets liés aux défis climatiques et environnementaux. Je suis très heureuse que ce numéro d'À Paris soit consacré aux jeunes parisiens et mette en valeur la richesse et la diversité de leurs engagements, comme les nombreuses ressources dont ils disposent à Paris. Ça, c'est Paris. Comme on le voit ici en photo, Paris poursuit ses aménagements en végétalisant le plus possible ses rues, comme ici la rue Pierre-Arrêt dans le 9e arrondissement. À ce jour, 80 rues ont été végétalisées dans la capitale, offrant aux promeneurs des espaces de fraîcheur. Paris Express. Mondial de rugby, la Concorde aux couleurs de l'Ovalie. Du 8 septembre au 28 octobre, un village s'installe place de la Concorde à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Il accueillera une fan zone avec 2 écrans géants, 2 terrains, un de rugby et un de rugby fauteuil, des restaurants et un mégastore. Les visiteurs pourront participer à des animations sportives, notamment à des matchs et des tournois amateurs, voire rencontrer des athlètes et légendes de la discipline. Les matchs seront diffusés en direct, à commencer par France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre. Gratuit, ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 23h30 et les jeudis quand la France joue. 11,6 millions de touristes ont été accueillis entre janvier et avril 2023 dans le Grand Paris, soit une hausse de 27% par rapport à 2022. Bonne nouvelle, 53% de ces touristes sont français. Viennent ensuite les voyageurs des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Allemagne. Sa baguette est la meilleure de Paris. Quand il arrive en France en 2006, Tarshan Selvaraja, originaire du Sri Lanka, commence par travailler dans un restaurant italien. En 2009, il troque la pâte à pizza pour la pâte à pain, une gageure pour celui qui est allergique à la farine. Qu'importe, il se prend de passion pour le métier et présente sa tradition au concours de la meilleure baguette de Paris en 2018. Il termine à la 3e place, de quoi le motiver à rééditer l'expérience avec succès, puisqu'il remporte le Grand Prix en 2023, une consécration qui lui permettra de fournir l'hôtel de ville de Paris en pain pendant un an, et toujours les habitués de sa boulangerie, bien sûr. Au Levain des Pyrénées, 44 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement. Spot 24, lieu d'accueil et d'expo pour les Jeux de Paris 2024. Passage obligé vers la Tour Eiffel depuis le métro Birakheim, Spot 24 sera un lieu d'accueil, d'animation et d'information pour les Parisiens, les scolaires et les touristes pendant et après les Jeux. À partir de l'automne 2023 et jusqu'en décembre 2024, il vivra au rythme d'expositions sur les sports urbains, breaking, escalade, skateboard, BMX freestyle, basketball 3x3, etc. et proposera plusieurs événements au public, masterclass, démonstrations, initiations, etc. Sur 1000 m², il accueillera aussi le café Spot 24 et une boutique de produits dérivés Paris 2024 et Paris Je t'aime. Spot 24, situé 101 quai Jacques Chirac dans le 15e arrondissement. Tout sur les Jeux de Paris 2024 à retrouver sur paris.fr/jeux au pluriel -du6 2024. La fête des marchés défend les valeurs du sport. Du 22 au 24 septembre, les 80 marchés alimentaires parisiens vous proposent de découvrir les métiers et savoir-faire de leurs artisans. Cette célébration annuelle aura pour thème les valeurs du sport, en résonance avec la Coupe du Monde de rugby qui se tient du 8 septembre au 28 octobre. Découvrez pendant 3 jours les animations proposées par ces pourvoyeurs d'une alimentation saine. Tout le programme sur paris.fr/marché au pluriel.
Paris à 50 degrés, un exercice de crise sans précédent. Le 13 octobre, la ville va simuler un épisode de canicule extrême dans les quartiers Danube, dans le 19e arrondissement, et place de Rungis, dans le 13e arrondissement, lors d'un exercice en conditions quasi réelles avec les habitants. Le but, analyser les conséquences d'un dôme de chaleur sur le quotidien des Parisiens et tester les mesures prévues par la municipalité et ses partenaires. Un retour d'expérience permettra d'identifier de nouvelles actions à inscrire dans la stratégie de résilience de Paris. Activité périscolaire, l'heure des inscriptions a sonné. Les inscriptions se font à la rentrée et avant chaque trimestre auprès du responsable éducatif ville, REV, ou sur le portail Facile Famille via la page www.paris.fr/facile FACIL-6 famille au pluriel. Découvertes artistiques, loisirs culturels, sport ou accompagnement à la scolarité, toutes ces activités sont encadrées par des professionnels ou des partenaires associatifs. Certaines sont entièrement gratuites les mardis et vendredis de 15h à 16h30. D'autres sont payantes avec des tarifs appliqués en fonction des ressources du foyer. Plus d'informations sur paris.fr/atelier au pluriel, périscolaire au pluriel. La Chapelle, un quartier en pleine mutation. Une nouvelle page s'écrit pour ce quartier du 18e, avec la construction de l'Arena qui accueillera plusieurs disciplines olympiques. Ces 2 gymnases qui profiteront aux habitants après les Jeux et la création du campus Condorcet. C'est toute la rue de la Chapelle qui se trouve actuellement en travaux. Au programme pistes cyclables, réduction de la place de la voiture, végétalisation ou encore nouvel éclairage public. Cet axe bénéficiera aussi des mêmes aménagements que les grandes avenues de la capitale, avec la pose de dalles en granit, l'installation de kiosques et de colonnes Maurice, de bancs contemporains et de bancs Daviou et la création d'alignements de platanes. 300 lieux accueillent la Paris Design Week. Du 7 au 16 septembre, l'événement gratuit et ouvert à tous propose de découvrir le design sous toutes ses formes. Partenaire de la manifestation, le Bureau du design, de la mode et des métiers d'art de la ville de Paris organise plusieurs expositions. Le programme est à retrouver sur www.bdmma.paris. Marathon du concerto, des musiciens très endurants au stade Charletti. Rendez-vous dimanche 17 septembre dès 14h au stade Charletti pour assister au marathon du concerto organisé par la compagnie Les Idées Heureuses en clôture du festival Formes Olympiques. Sur scène, des solistes de réputation internationale troqueront leur tenue de concert contre un maillot de sport pour jouer leur partition pendant 4 heures. L'idée du spectacle, mettre en parallèle la vie d'un musicien professionnel et celle d'un sportif de haut niveau, toutes deux intenses et exigeantes. Un marathon des juniors de 2 à 14 ans et un autre consacré aux espoirs sont aussi au programme. Les déchets alimentaires bientôt transformés en biogaz. Dès janvier 2024, les déchets alimentaires des 1050 cantines et restaurants administratifs parisiens seront collectés pour être transformés en biogaz, soit environ 4250 tonnes de déchets par an. Ce biogaz permettra d'alimenter les bus et les camions bennes. Pour y parvenir, des tables de tri seront déployées dans les cantines scolaires et le personnel sera formé à la réduction et à la valorisation des déchets. Ces nouvelles collectes s'ajouteront à celles déjà initiées sur 131 sites parisiens. Quelques mots de Serge Tisseron, psychiatre aux États généraux de la parentalité et de l'éducation au temps du numérique, organisé à l'Hôtel de Ville en mai dernier. Beaucoup de parents se demandent aujourd'hui comment gérer le temps d'écran de leurs enfants. Les écrans sont dans les familles. Apprenons à les gérer en famille. Il y a des règles à poser, comme pendant les repas partagés, dans les chambres la nuit, etc. Paris lance son agence du travail d'intérêt général. Depuis juin, cette agence, rattachée à la direction de la police municipale et de la prévention, permet de mieux accompagner les personnes condamnées à effectuer un travail d'intérêt général, TIG. Elle vise aussi à prévenir la récidive. Parmi ses missions, le développement et la diversification de l'offre d'accueil des TIGistes au sein des services de la ville de Paris et de ses établissements, l'appui aux tuteurs des services de la ville, mais également le soutien d'initiatives associatives pour diminuer les récidives et la mise en place de parcours d'insertion socio-professionnelle des personnes sous main de justice.
Un observatoire de la tranquillité publique pour une police plus efficace. L'observatoire de la tranquillité publique, lancé en mai dernier, rend compte en toute transparence des actions que mènent les agents de la police municipale à Paris. Chaque mois, un baromètre publié sur paris.fr fournit des chiffres soulignant le travail des agents sur les semaines passées, comme le nombre de verbalisations pour des incivilités ou des infractions au code de la route. Cet observatoire orientera aussi les opérations de la police municipale à partir des attentes formulées par les usagers afin de répondre plus efficacement aux priorités locales. Mon premier festival, une semaine de ciné pour les tout-petits. Destiné au jeune public des 18 mois, mon premier festival est de retour du 25 au 31 octobre. Cette 19e édition proposera plus de 100 films au tarif unique de 4 € la séance, dans 12 cinémas parisiens, au Forum des Images et à la Gaîté Lyrique. Films cultes, avant-premières, ciné-concerts et séances animées rythmeront cette semaine intense consacrée cette année au corps en mouvement. Programme disponible sur paris.fr/mon premier festival. Agir contre les discriminations. Du 7 au 14 octobre se déroulera la 7e édition de la semaine de lutte contre les discriminations. Sur l'ensemble du territoire parisien, des événements sont proposés, expositions, conférences, projections, débats, etc., dont le détail sera disponible dès début octobre sur www.paris.fr/quefaire. 100% d'alimentation durable dans la restauration en 2027. L'association de coopération territoriale Agri-Paris-Seine aide Paris à atteindre les 100% d'alimentation durable dans la restauration collective d'ici à 2027. 50% des produits devront être issus de filières situées dans un rayon de moins de 250 km et 75% de l'agriculture biologique. Cette association regroupe 7 collectivités et institutions bordant la Seine engagées pour réduire l'impact de la production alimentaire sur l'environnement. Lutte contre le harcèlement. Comment se faire aider ? Vous êtes victime ou témoin d'agression, de harcèlement, de cyberharcèlement ou de violence. Plusieurs numéros existent pour vous permettre d'en parler ou d'être guidé. Le 119, numéro d'appel national, Allo Enfance en danger, ou par chat sur allo119.gouv.fr. Le 3018, numéro pour les jeunes victimes de violences numériques, ou par chat sur 3018.fr. Enfin, le 3020, numéro d'écoute et de prise en charge pour les familles et victimes de harcèlement à l'école. La piscine pontoise, joyau d'art déco, va retrouver ses nageurs. La piscine pontoise, dans le 5e, construite en 1934 et fermée pour travaux, va rouvrir au public à la fin 2023, après des rénovations majeures. Le principal objectif est d'atteindre une baisse de 20% de la consommation énergétique et de rendre sa splendeur à cet équipement patrimonial. Les travaux ont porté sur l'isolation thermique, les menuiseries et l'étanchéité du bassin. La verrière, un dessin original de l'architecte Lucien Paulet, qui a aussi dessiné la piscine Molitor, a aussi été reconstituée. Un investissement de 18 millions d'euros pour rajeunir l'une des plus belles piscines de Paris. Les arbres, nos alliés pour l'avenir. En luttant contre l'accumulation de la chaleur dans les villes, les arbres sont une arme efficace face au changement climatique. Plus de 63 000 arbres ont été plantés à Paris depuis 2020, dont 25 000 l'hiver dernier, une saison de plantation record dans la capitale. Pendant l'automne et l'hiver dernier, 25 168 arbres ont été plantés dans Paris. Les talus du périphérique en ont accueilli plus de 11 500, le bois de Vincennes 4 600 et le bois de Boulogne près de 2 700. Intramuros, le rythme a plus que doublé, avec plus de 800 nouvelles plantations dans les rues végétalisées et les rues aux écoles. 200 espèces différentes ont été plantées l'hiver dernier. On trouve des érables, des charmes, des chênes, des micocouliers, des arbres de Judée, des merisiers ou encore des aulnes. Sont aussi représentées des essences fruitières comestibles, pommiers, poiriers, etc., comme des essences ornementales de floraison abondante. On compte également des arbres sans fruits ni floraison, mais intéressants pour leur feuillage coloré et rafraîchissant. Un important travail a déjà été mené pour augmenter la part d'espèces régionales dans la capitale, conformément au plan biodiversité et au plan arbre de Paris. Par ailleurs, une étude comparative sur la résistance à la sécheresse et le potentiel rafraîchissant de 9 essences d'arbres à Paris est en cours. Elle permettra de mieux comprendre leur comportement lors de fortes chaleurs.
En captant le CO2 et la pollution, en fournissant un ombrage et en régulant les températures grâce à l'évapotranspiration, le patrimoine arboré de la ville est notre principal allié face au changement climatique. C'est pourquoi les arbres font l'objet de soins ou de surveillance quasi quotidiens par 250 professionnels. La diversification des essences est la seule réponse efficace face aux pathologies végétales. De nombreuses maladies ou ravageurs n'attaquent en effet qu'une seule espèce. Pour assurer une protection à long terme de l'ensemble du patrimoine, la variété des essences composant les alignements d'arbres est donc privilégiée et les palettes végétales sont aussi diversifiées à l'occasion du renouvellement des arbres. Retrouvez le guide des essences d'arbres de Paris sur paris.fr/essence au pluriel -6 arbres au pluriel. Jeux Olympiques de Paris 2024. Joue-la comme Paris, vers la fin du plastique à usage unique. Paris multiplie les innovations pour que les Jeux de 2024 marquent la fin du plastique à usage unique dans la capitale. Sur les sites de compétition olympique. Inédit, l'ensemble des sites de compétition temporaire de la capitale, Concorde, Grand Palais, Invalides, Pont Alexandre III, Champ de Mars, Tour Eiffel et l'Arena La Chapelle accueilleront les visiteurs sans bouteilles en plastique. Si vous n'avez pas pris votre gourde, 2 solutions vous seront proposées par Coca-Cola, partenaire officiel de l'événement sur la boisson, du vrac de soda, fontaine à soda et des bouteilles en verre en réemploi. Plus de 200 fontaines seront utilisées et seront par ailleurs redéployées dans d'autres équipements par la suite. Lors du Marathon pour tous. Organisé pendant les Jeux le 10 août 2024, le Marathon pour tous offrira aux amateurs l'occasion de parcourir le circuit du marathon olympique. L'ambition est de faire de cette course un événement sans plastique à usage unique. Pour cela, des accès à des points d'eau potable seront mis en place avec des gobelets réutilisables afin qu'aucune bouteille plastique ne soit utilisée pour les ravitaillements. À l'occasion des courses sur route, une 50aine de courses sur route sont organisées chaque année à Paris. Pour réduire le volume de déchets abandonnés sur la voie publique, les organisateurs auront pour obligation dès le 1er septembre 2024 de ne plus recourir à des emballages en plastique à usage unique, bouteilles plastiques, gobelets à usage unique pour les points de ravitaillement. À partir de cette date, les autorisations pour occuper l'espace public ne seront plus délivrées aux organisateurs qui ne se conforment pas à cette règle. Là aussi, des solutions seront proposées, comme la distribution de l'eau via des rampes ou d'autres grands contenants. Sur les terrains de basket en extérieur, comment encourager les sportifs parisiens à utiliser leurs gourdes et éviter l'usage de bouteilles en plastique en proposant de l'eau à disposition directement sur les terrains de sport. Par exemple, une vingtaine d'entre eux vont être transformés en playgrounds de basketball 3 contre 3 dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération française de basketball, FFBB et la Maïf. Une signalétique indiquera les points d'eau à proximité et de nouvelles fontaines seront installées sur les terrains qui n'en ont pas. Auprès des acteurs du tourisme, la ville de Paris a lancé en avril 2023 la première certification zéro plastique pour les acteurs économiques. Déjà plus de 100 entreprises se sont engagées pour 2024. Cela concerne les musées, les croisiéristes sur la Seine, les bars, les aéroports, etc. Tous les établissements engagés devront garantir un accès libre à l'eau du robinet et permettre de remplir librement sa gourde. Plus de 200 entreprises et acteurs économiques sont déjà certifiés zéro plastique par la ville de Paris. 400 000 bouteilles en plastique étaient jusque-là consommées par les quelques 50 000 coureurs du Marathon de Paris chaque année. Qu'est-ce qu'un plastique à usage unique ? En s'appuyant sur la réglementation européenne, la ville de Paris reconnaît comme plastique à usage unique, PUU, des emballages qui contiennent totalement ou partiellement du plastique. Sont concernés les canettes aluminium-acier, les briques, les gobelets en carton et le plastique biosourcé, compostable, recyclé, tous considérés comme des contenants en PUU. Suivez l'actualité des Jeux Olympiques et Paralympiques sur paris.fr/Jeux au pluriel 2024. Focus. Rénover l'habitat pour répondre à l'urgence climatique. La transition écologique passe forcément par la rénovation de l'habitat, responsable de près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Objectif inscrit dans le plan climat-air-énergie qui se concrétise sur le terrain, logement après logement, tout en luttant contre la précarité énergétique. Un gain thermique de 60%. Les habitants des 285 logements de la résidence Château des Rentiers dans le 13e arrondissement
arrondissement pourront bientôt profiter d'un confort intérieur jamais atteint. Ces bâtiments des années 1930 ont bénéficié de travaux pour améliorer leur performance thermique. Isolation des façades avec des matériaux biosourcés, du liège, des caves et des toits terrasses. La cour a été déminéralisée, végétalisée et une serre ouverte aux habitants a été créée. Il s'agit de l'un des plus gros chantiers de réhabilitation du plan climat-air-énergie qui a fixé à 35% la réduction de la consommation d'énergie des logements d'ici à 2030 et à 50% d'ici à 2050. En tout, 250 000 logements sociaux sont concernés. La ville de Paris et les bailleurs sociaux sont engagés dans un vaste programme de rénovation depuis plusieurs années qui concerne désormais 5 000 logements par an. Si les grands ensembles immobiliers énergivores des années 1930 à 1980 sont particulièrement ciblés, l'opération concerne aussi les logements des quartiers historiques et ceux des faubourgs. Pour chaque chantier, une rénovation complète est envisagée. Isolation, ventilation, menuiserie, chauffage, etc. sont concernés les intérieurs des logements, mais aussi les espaces collectifs. En parallèle, des opérations de végétalisation et de débitumage sont menées. En 2022, au sein des logements sociaux rénovés, 5 300 mètres carrés ont été végétalisés et 14 800 désimperméabilisés afin de renaturer ces espaces et de créer des nouveaux îlots de fraîcheur. Les aides financières municipales ont déjà bénéficié à 55 000 logements sociaux, soit un investissement de 550 millions d'euros sur les 2,2 milliards d'euros prévus. À la clé, une économie d'énergie et une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de plus de 50%. Les copros, un enjeu de taille. Les copropriétés représentent 75% des logements parisiens. Un enjeu de taille puisque la majorité d'entre elles ont été construites avant la première réglementation thermique de 1974 et sont donc aujourd'hui particulièrement énergivores, d'où l'objectif du plan climat-air-énergie qui a fixé à 40 000 le nombre de logements en copropriété rénovés chaque année à partir de 2030. Le programme Éco-Rénovons Paris Plus a déjà permis d'accompagner via la plateforme Coach Copro la rénovation énergétique de 569 copropriétés engagées dans la démarche. En 2022, le dispositif a pris de l'ampleur avec encore plus de moyens pour poursuivre cette dynamique et il a rencontré son public. Au premier trimestre 2023, 1068 copropriétés sont entrées dans la démarche contre 311 sur la même période en 2022. Exemple de cet accompagnement réussi, la copropriété Castagnari-Fizeau dans le 15e arrondissement, dont la rénovation globale a permis un gain énergétique de 63%, a obtenu le label Bâtiment Basse Consommation Énergétique ou BBC, le tout avec des coûts très maîtrisés. 16 800 euros ont été investis en moyenne par logement, soit l'un des budgets les plus faibles de l'opération. Plus d'informations sur paris.fr/Éco-Rénovons Paris. Et sur cette page, plusieurs photos. Tout d'abord, une isolation thermique avec du liège biosourcé, avenue des Gobelins, dans le 13e arrondissement. On voit également les 285 logements de la résidence Château des Rentiers, dans le 13e, qui ont bénéficié de travaux pour améliorer leur performance énergétique. Et puis, autre photo, au square de la Salamandre, dans le 20e, ce sont 208 logements qui ont été réhabilités. La rénovation, c'est aussi 100 millions d'euros investis chaque année pour rénover les équipements publics, isolation des façades et des toitures, végétalisation du bâti, pose d'occultation sur les menuiseries, etc. 95 cours d'école transformés en îlots de fraîcheur, appelés cours Oasis. La construction de nouveaux équipements exemplaires en termes énergétiques, comme la médiathèque James Baldwin dans le 19e ou l'école polyvalente Chapelle-Charbon dans le 18e. Un code de la rue pour redonner la priorité aux piétons. Ce nouveau code vise à clarifier les règles de partage de l'espace public en s'appuyant sur 3 objectifs, la sensibilisation, l'aménagement de la voirie et la régulation par la police municipale parisienne. L'évolution des modes de déplacement et l'essor des mobilités douces comme les vélos ou les trottinettes ont métamorphosé Paris en quelques années. Mais ces transformations ont généré des tensions, des conflits entre usagers de l'espace public et aussi des incivilités. Au
printemps 2023, une consultation participative qui a rassemblé plus de 110 000 participants a fait ressortir un sujet prioritaire pour les Parisiens, une meilleure sécurisation de l'espace public. Un code de la rue en a découlé, dont l'objectif est de retrouver de la sérénité dans la rue, en priorité pour les piétons et les plus vulnérables, enfants, personnes âgées ou à mobilité réduite. Le code de la rue est un document qui rappelle les règles essentielles à respecter et prévoit de nouveaux outils de communication pour les faire connaître. Des actions de sensibilisation seront menées avec les associations dans l'espace public ou dans les écoles pour développer le savoir rouler auprès des scolaires. Il présente aussi les aménagements de voiries en cours ou à venir pour mieux organiser le partage de l'espace public, avec par exemple une accélération des projets d'élargissement de trottoirs ou de piétonisation des rues aux écoles. L'action de la police municipale. Le code de la rue s'appuie notamment sur la montée en puissance de la police municipale et détaille sa mobilisation à venir pour prévenir les incivilités et sanctionner en cas de manquement et d'infraction. Par exemple, des contrôles spécifiques près des écoles seront organisés lors de la rentrée scolaire. L'action de la police municipale va aussi se renforcer par des contrôles envers tous les usagers de l'espace public, des opérations coup de poing ciblées sur une thématique précise, vélo sur les trottoirs, nuisances sonores, passages piétons, etc. seront mises en place. Parallèlement, la ville fait le choix de renforcer les moyens de sa police municipale. Elle doublera les capacités de son unité de vidéo-verbalisation et équipera les agents de radars jumelles et de sonomètres pour lutter contre la vitesse excessive et le bruit routier. Des radars urbains de nouvelle génération seront aussi déployés pour réprimer les excès de vitesse et les franchissements de feu. Plus d'informations sur paris.fr/code de la rue. Budget participatif. À quoi sert de voter ? Qui seront les lauréats du budget participatif 2023 ? Les votes sont ouverts du 7 au 26 septembre sur décider.paris.fr et dans les 300 urnes réparties dans Paris. Voici 5 bonnes raisons de faire entendre votre voix. 1. C'est vous qui décidez. Le budget participatif permet aux habitants de penser et de faire le Paris de demain. Grâce à lui, vous décidez de l'affectation d'une partie du budget d'investissement de la ville. Chacun peut non seulement proposer ses idées concernant la transition écologique, le sport, l'agriculture urbaine, l'art, la solidarité, la propreté, le cadre de vie, l'éducation et la jeunesse, mais aussi voter pour les projets qu'il souhaite voir réalisés. Paris se transforme grâce à vous. 2. Il permet de transformer durablement la ville. En 2022, sur 204 projets soumis au vote, 62 ont été sélectionnés par les Parisiens pour un montant total de 82 millions d'euros. En 8 ans, le budget participatif a ainsi permis de réaliser 3200 opérations, dont 33% situées dans les quartiers prioritaires. 3. Il couvre tous les quartiers parisiens et tous les sujets. Il y a 2 types d'idées, celles qui concernent tout Paris, 2 retenues en 2022, une sur l'embellissement de la ville grâce à des peintures murales, une sur la création de nouveaux îlots de fraîcheur, et les idées d'arrondissement, plus localisées, 60 retenues l'an dernier. Les éditions précédentes du budget participatif ont permis la végétalisation de murs dans le 10e, la réalisation de fresques murales dans le 17e, ou encore l'achat d'instruments de musique pour les élèves des conservatoires, des arrondissements, des quartiers prioritaires. 4. C'est simple et rapide. Donner sa voix, c'est l'occasion de tester une nouvelle façon de voter. Depuis 2021, pour prendre en compte les avis positifs comme négatifs, le vote se fait par jugement majoritaire. Les projets les mieux évalués remportent le scrutin. L'an dernier, vous étiez plus de 140 000 votants à choisir parmi votre mention préférée, de coup de cœur à « Je ne suis pas convaincu ». 5. Les projets soumis au vote en 2023 sont extra. Rénovation énergétique, projet de solidarité, création d'espaces de fraîcheur, soutien aux associations, végétalisation, couverture de terrains d'éducation physique sont autant de projets sur lesquels vous pourrez vous exprimer. À vous de voter. Et en photo sur cette page, le jardin du Ranelagh dans le 16e arrondissement, il a pu être rénové grâce au budget participatif. À Paris, le dossier. Grand angle. Bien vivre à Paris quand on est jeune. 600 000 jeunes de 16 à 25 ans fréquentent quotidiennement la capitale parce qu'ils y vivent, y étudient ou y travaillent dans un contexte économique tendu et alors que les enjeux climatiques dictent les orientations urbaines. La ville de Paris leur rend la vie plus simple grâce à plusieurs aides financières et les soutiens dans leurs projets via des lieux d'accueil et d'orientation.
En photo sur cette page, les jardins Abbé Pierre Grand Moulin dans le 13e qui regroupe 3 espaces verts au sein de l'opération d'aménagement Paris-Rive-Gauche. Des solutions pour se faciliter la vie. Du remboursement des transports à la gratuité des activités, de l'accompagnement étudiant à l'engagement citoyen, les jeunes ont à leur disposition tout un panel d'offres municipales pour bien vivre à Paris. Être accompagné pour mieux se construire. Quartier jeune. QJ. Si vous avez entre 16 et 30 ans et que vous cherchez des conseils sur l'orientation, l'emploi, la santé ou le logement, rendez-vous à Quartier Jeune, QJ. Ce nouveau lieu installé dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement vous accueille du lundi au samedi de 11h à 18h. Plus de renseignements dans cette rubrique ou allez sur qj.paris.fr. L'Académie du climat. Vous souhaitez agir efficacement pour repenser ou construire le monde de demain. L'Académie du climat, installée dans l'ancienne mairie du 4e, forme et accompagne les jeunes dans leurs actions pour relever les défis climatiques en proposant des ateliers, des conférences et des événements gratuits toute l'année. Toutes les infos sur paris.fr/Académie du climat. Quelques mots de Mathilde Caillot, bénévole accueillie à l'Académie du climat. L'association pour laquelle je collabore est résidente à l'Académie du climat. C'est un endroit génial pour se développer et il y a toujours du monde. C'est un vrai lieu de rencontre. Les espaces Paris Jeunes. Les 13 espaces Paris Jeunes favorisent l'épanouissement et l'autonomie des 14-25 ans. Ils offrent des espaces d'accueil, d'échange et d'écoute, ainsi qu'un accompagnement pour la réalisation et la co-construction de projets. Des animations régulières ou ponctuelles dans divers domaines, loisirs, sport, culture, séjours, stages sont également au programme. Les points information jeunesse, PIGE. Les 24 points information jeunesse, PIGE parisiens, situés dans les centres Paris-Anime et les espaces Paris Jeunes, accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours, leur orientation et l'accessibilité à leurs droits. La maison étudiante. Les étudiantes et étudiants peuvent se donner rendez-vous à la maison étudiante, Bastille et 6e. Ce lieu municipal les accompagne dans leur vie étudiante à toutes les étapes de leur projet, qu'ils soient professionnels, associatifs ou encore entrepreneuriaux, comme on le verra un peu plus tard dans cette rubrique, dans l'article « Concrétiser ses projets avec la maison étudiante ». Des soutiens financiers pour la vie quotidienne. Forfait Navigo Imaginaire et abonnement Vélib. Si vous avez moins de 18 ans et que vous disposez d'un forfait Navigo Imaginaire ou d'un abonnement Vélib, vous pouvez bénéficier d'un remboursement intégral de vos abonnements. Les étudiants ont droit quant à eux à un tarif préférentiel. Quelques mots de Brian Benamsili, bénéficiaire d'un abonnement imaginaire scolaire. Cela aide les jeunes parisiens, c'est l'occasion de profiter de moyens de transport en commun gratuits. On peut se déplacer dans toute l'Île-de-France en étant intégralement remboursé. L'aide à l'installation dans un logement pour les étudiants. AILE. Les étudiants boursiers qui doivent se loger dans le parc privé peuvent obtenir une aide à l'installation dans un logement pour les étudiants AILE, comprise entre 500 et 1000 euros. Cette aide permet de faire face aux frais liés à leur emménagement, comme l'achat d'électroménagers, de meubles, de matériel informatique, etc. Rendez-vous sur paris.fr/AILE. Paris Jeunes Vacances. Grâce au dispositif Paris Jeunes Vacances, profitez chaque année d'une aide au départ en vacances sous forme de chéquier vacances d'une valeur de 200 euros. Découvrez le programme et inscrivez-vous sur paris.fr/paris-sport-vacances au pluriel. Quartier libre. Vous avez entre 16 et 30 ans, vous habitez à Paris et vous avez envie de développer un projet ou de créer votre association à l'échelle de votre quartier ou de votre arrondissement. Le dispositif Quartier libre peut vous y aider grâce à une participation financière pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. Engagement citoyen, décidez pour vous-même. Le Conseil parisien de la jeunesse, CPJ. Vous avez entre 15 et 30 ans, vous habitez, travaillez, étudiez ou avez une activité sociale régulière à Paris. Devenez membre du Conseil parisien de la jeunesse, CPJ. Le CPJ, dont on célèbre les 20 ans cette année, est une instance de participation citoyenne qui vous permet de vous engager et d'être associé aux décisions vous concernant. Postulez en fin d'année 2023 pour rejoindre la promotion 2024 sur paris.fr/CPJ. Engagement citoyen et gratuité du BAFA. En échange d'un engagement citoyen, les Parisiens âgés de 16 à 25 ans peuvent être formés gratuitement au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur BAFA avec le programme BAFA Citoyen.
Toutes les infos sur paris-du6bafacitoyen.fr. Le service civique indemnisé. Si vous avez entre 16 et 25 ans ou moins de 30 ans si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez vous engager dans une mission de service civique indemnisé. Plus de 60 missions sont proposées dans des domaines tels que l'environnement, le développement durable, la solidarité ou encore l'éducation. Plus d'informations sur paris.fr/service civique. Quelques mots de Hayat Mbouzid, volontaire en service civique. Je voulais découvrir l'univers de la collectivité parisienne et en apprendre plus sur son fonctionnement. S'engager en tant que volontaire est enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel. Des loisirs gratuits ou à petit prix. Le pass jeune. À destination des 14-25 ans, ce chéquier comprend 40 coupons qui offrent des accès gratuits ou à tarif réduit à des activités réparties en 5 thématiques: nouveautés, découvertes, expos, cinéma, sport et nature. Valable toute l'année, le pass jeune se réserve sur passjeune.paris.fr. À savoir, les Parisiens de 13 à 30 ans peuvent également bénéficier des offres du kiosque jeune, comme des places de théâtre, de spectacle ou de manifestations sportives gratuites ou à tarif réduit. Rendez-vous sur kiosque-jeune.paris.fr. Quelques mots de Daniel Yang, utilisateur d'un pass jeune. Le pass jeune est un très bon moyen pour se cultiver et découvrir de nouveaux sports gratuitement ou à petit prix. On peut aussi avoir accès au kiosque jeune qui offre la possibilité à des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances de profiter d'activités culturelles à Paris. Les centres Paris Anime. Les 50 centres Paris Anime répartis sur l'ensemble des arrondissements proposent toute l'année près de 400 activités. Danse, sport, art du spectacle, théâtre, artisanat, musique, informatique, multimédia, etc. Ainsi que des stages et des séjours pendant les vacances scolaires. Les tarifs varient en fonction de l'âge et des ressources des bénéficiaires. Plus d'informations sur paris.fr/centre au pluriel -du6 Paris-du6 Anime, A-N-I-M. Du sport gratuit toute l'année. Des espaces pour pratiquer. Les sportives et sportifs, aguerris ou en passe de l'être, trouvent aussi leur compte à Paris, notamment dans les espaces aménagés dans les parcs et jardins, street workout, parcours santé, etc. Par ailleurs, des séances de sport sont proposées les dimanches matins par l'opération Paris Sport Dimanche, jusqu'à la fin septembre le long des rives de Seine et dans les parcs et stades, puis dans les équipements municipaux à partir d'octobre. À saluer également la belle initiative de l'opération Paris Sportive qui invite les Parisiennes à se réapproprier les terrains de sport grâce à plusieurs associations engagées pour plus de mixité, à retrouver sur paris.fr/paris-du6 sportive au pluriel. Paris Sport Proximité. Enfin, Paris Sport Proximité propose un large éventail de disciplines dans plusieurs gymnases de la capitale: badminton, remise en forme, sport collectif, gratuitement et sans inscription préalable. Retrouvez toutes les infos pratiques sur jeune.paris. Quartier Jeune accueille, écoute et propose des solutions concrètes. Thomas Roger, que l'on voit ici en photo, chef du service des politiques de jeunesse de la ville de Paris, a dirigé Quartier Jeune QJ de 2021 à 2023. Ce lieu unique aux missions multiples, orientation, solidarité, animation, s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 30 ans. QG a ouvert en septembre 2021. Quel bilan tirez-vous de ces 2 premières années ? QJ a d'abord répondu à un besoin. Très rapidement, il y a eu du monde. Dès l'ouverture, les jeunes y ont trouvé des services publics préexistants et des partenaires comme le CIDJ, Centre d'information et de documentation jeunesse, qui était connu de tous. QJ est une maison des solutions, comme l'a dit la maire. On en ressort souvent avec plus de choses que ce qu'on était venu chercher. On vient pour un besoin et on se rend compte qu'on peut aussi participer à un atelier d'art-thérapie, bénéficier d'une distribution alimentaire, etc. Les jeunes apprécient aussi le lieu ouvert, sans cloisonnement, beau et où ils se sentent respectés. Quelles sont les raisons principales qui motivent les jeunes à venir à QJ ? La demande est forte sur le choix des études, du métier, de l'orientation, de l'entrée dans l'emploi au sens large. La mission locale qui gère le point Paris Emploi ici met en valeur les opportunités de recrutement de la ville de Paris. Ensuite, nous avons des services très pointus mais primordiaux sur les questions de droit, sur la distribution alimentaire, le logement, etc. Au lendemain des confinements, la demande d'aide psychologique a augmenté. Comment y avez-vous répondu ?
La santé mentale des jeunes est un sujet majeur aujourd'hui. À Cugy, nous avons un quartier santé avec des psychologues et des associations qui assurent des permanences. Notre rôle n'est pas de faire de la prise en charge, mais nous ne faisons pas que les orienter vers un parcours de soins non plus. On accueille, on écoute et on essaie d'avoir des solutions claires et concrètes, souvent sur place. Cugy, c'est aussi un lieu de programmation avec des ateliers, des conférences, des projections. Nous proposons effectivement beaucoup de choses. Le programme est disponible sur notre site qj.paris.fr. On y trouve les activités récurrentes des associations et des événements ponctuels sur la vigilance sur les réseaux sociaux, l'apprentissage, la prévention dans le milieu de la fête, etc. Et bien sûr, nous nous inscrivons dans l'actualité de la ville de Paris et ses grands rendez-vous. Cugy est aussi une référence pour l'offre culturelle de la ville à l'attention des jeunes. Oui, nous hébergeons ici le kiosque jeune qui a plus de 30 ans. C'est le même service qui gère le pass jeune. Près d'un pass sur 3 est délivré à Cugy. L'animation culturelle fait aussi partie de l'ambiance du lieu. Nous avons des partenariats avec la Maison des pratiques artistiques amateurs, MPAA. Nous participons à Nuit Blanche, organisons des after-work, etc. Et disposons même d'un café face au Louvre, très agréable et ouvert jusqu'à 1h du matin. Et tous les ans, en septembre, pour notre anniversaire, nous organisons un événement autour d'un concert où l'espace devant Cugy est piétonnisé. Concrétiser ces projets avec la maison étudiante. Cette structure, créée en 2002 sous le nom de Maison des initiatives étudiantes, se partage entre Bastille et le Labo 6, son antenne dans le 6e. Elle accompagne les étudiants dans leurs projets associatifs, culturels, artistiques, voire professionnels. Au début des années 2000, ce lieu était une réponse à un besoin grandissant, celui d'avoir un espace dédié aux étudiants et jeunes diplômés. Rim Yeya, directrice de l'établissement, raconte « Plus de 750 structures sont aujourd'hui inscrites et on tente de mettre à disposition tout ce dont ils ont besoin. Mais le rôle de la maison étudiante ne se limite pas qu'aux associations. 6 jours sur 7, tout étudiant peut s'y rendre pour développer son projet, qu'il soit culturel, associatif, professionnel, etc. Ces dernières années, elle a aussi développé de nouvelles missions pour répondre à de nouveaux besoins, santé mentale, précarité, lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Répartie sur 1000 m² entre Bastille, 50 rue des Tournelles dans le 3e et le Labo 6, 76 bis rue de Rennes dans le 6e, elle met en valeur et soutient les initiatives étudiantes en proposant notamment un accompagnement administratif, voire solidaire. La directrice de l'établissement précise « Notre mission principale est de leur offrir sérénité et orientation. Nous sommes avant tout un bureau administratif proposant des solutions pour répondre aux besoins de notre public. Cela va de l'obtention de la bourse au logement, en passant par l'accès aux aides juridiques ou psychologiques, ou encore des distributions alimentaires. Le tout en collaboration avec le Crous, les universités et les services publics municipaux. » De Radio Campus à Queen Kong, au premier étage, Simon Marie nous guide à travers les studios de Radio Campus Paris, dont il est le président. L'association qui a fêté ses 25 ans en 2022 est installée ici depuis 20 ans. Il raconte « La station est liée à ce lieu, nous nous y sommes installés 1 an après son ouverture. Il s'agit d'une structure ouverte dans laquelle on œuvre pour l'éducation et la formation aux médias. » De l'autre côté du couloir, dans un bureau type open space, 2 personnes travaillent pour l'association Service civique Solidarité Senior qui propose des formations à des volontaires de 16 à 25 ans. C'est à la maison étudiante qu'elle trouve refuge. Yolène Olivier, coordinatrice du pôle Île-de-France de l'association, explique « C'est devenu notre espace de travail. On vient plusieurs fois par semaine car c'est très accessible. » À l'étage supérieur, autre projet, autre ambiance. Dans la salle de répétition résonne la BO bien connue du film Grease. Venance, Lou et Léa sont en pleine création. Les 3 amis peaufinent une adaptation théâtrale de Queen Kong d'Hélène Vignal. On profite autant que possible de la salle car elle est très prisée, expliquent les jeunes. Une antenne pour l'audiovisuel. Nichée au fond de la cour du 76 bis rue de Rennes, se trouve l'autre site de la maison étudiante. Dénommée Labo 6, cette antenne a été créée en 2015 en réponse à l'essor de l'entrepreneuriat et de la communication numérique, détaille Rim Yeya. Un lieu dédié à l'audiovisuel qui contient notamment un plateau de tournage, 3 salles de montage et une cabine Speak. Sur les lieux, les visiteurs sont invités à découvrir une exposition photographique dans le hall. La directrice insiste, on encourage toute forme de création.
Plus loin, on entend Younes Kalor faire ses derniers réglages techniques. Le photographe s'apprête à proposer une séance photo gratuite à des étudiants. Il précise « On va commencer par un shooting pour leur CV. Ensuite, je m'adapterai à leurs besoins plus personnels. » Au milieu de ces jeunes qui prennent la pause, Simon, le président de Radio Campus, un nombre incalculable de cassettes à la main, charrie « Je n'ai rien à voir avec ce groupe. » Cet étudiant, membre de l'association Télé-Sorbonne, le média référent des étudiants des universités Sorbonne, est en train de numériser les archives de la structure. La maison étudiante, il la connaît bien. Pendant des années, on était à Bastille, on est venu rue de Rennes car on forme nos membres à l'audiovisuel et ici on a les ressources nécessaires pour le faire. Au-delà d'être un lieu ouvert ponctuellement aux étudiants, la maison étudiante parvient aussi à fidéliser ses usagers. Plus d'informations sur www.vie-du6étudiante.paris. Et comme on le voit en photo sur cette page, la maison étudiante propose avant tout un soutien administratif aux initiatives étudiantes. Découverte. La fabrique de l'époque, une nouvelle vie pour la Gaîté Lyrique. Ce lieu consacré aux arts numériques et aux musiques actuelles depuis 2011 a rouvert au printemps avec de nouvelles ambitions ancrées dans l'air du temps. Notre objectif est que les Parisiens n'aient plus peur de franchir la porte de cet ancien théâtre lyrique, confie Vincent Cavaroc, nouveau directeur artistique de la Gaîté Lyrique. L'institution culturelle de la rue Papin, Paris-Centre, a rouvert le 12 mai dernier, après 5 mois de fermeture. On s'y retrouve désormais pour partager un verre, un repas, une conférence, un concert, un espace de travail pour regarder un film, écouter un podcast, jouer à un jeu ou vivre une expérience sociale ou immersive. Vincent Cavaroc précise, à l'heure de l'émergence des tiers-lieux, il était important d'en faire un espace de rencontre entre visiteurs, artistes, penseurs, entrepreneurs, acteurs de la solidarité, étudiants, habitants du quartier, etc. C'est pourquoi nous l'avons appelé la fabrique de l'époque. Un concept porté par une alliance inédite de 5 structures, Actes Sud, Arte France, les associations Arti, Farti et Make Sense ainsi que l'ONG Singa. De nouveaux réflexes, des parcours libres et gratuits. Pour répondre aux attentes des différents publics, la Gaîté Lyrique étend ses horaires d'ouverture et son rythme afin de devenir un lieu où l'on va même sans trop savoir pourquoi, car on sait qu'il y a toujours quelque chose qui s'y passe, poursuit Vincent Cavaroc. La programmation annuelle est découpée en 3 saisons, de septembre à décembre 2023. L'Afrique en est le thème central. Chaque semaine, carte blanche est donnée à une artiste ou une activiste afrodescendante. Les visiteurs pourront aussi profiter d'une exposition musicale autour du travail de Christophe Chassol. Début 2024, le thème sera l'Europe. Dans sa salle de concert à l'acoustique exceptionnelle et dotée d'écrans à 360 degrés, la Gaîté Lyrique se fixe l'objectif d'accueillir 120 spectacles par an, du rap à l'électro en passant par la pop indépendante. Au programme des prochains mois, le groupe français Grand Blanc et l'artiste touche-à-tout Balogi. Ils pourront y créer des scénographies visuelles impressionnantes et immerger les spectateurs dans leur univers, des conditions de rêve, explique Vincent Cavaroc. Et en photo sur cette page, on voit l'exposition inaugurale Women Matter, portrait de femmes qui inspirent le changement. En pratique, la Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris-Centre, dès le 12 septembre, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 22h et le week-end de 11h à 19h. Plus d'informations sur www.gaîté-lyrique.net. Le pavillon carré de Baudouin, la culture à la folie. Édifice du XVIIIe siècle chargé d'histoire, converti en équipement culturel en 2007, le pavillon carré de Baudouin, dans le 20e arrondissement, est un haut lieu de la création contemporaine de l'Est parisien. Il a rouvert ses portes au printemps après plusieurs mois de travaux. C'est une villa bâtie là où on ne l'attend pas, à l'angle des rues de Ménilmontant et des Pyrénées. Le pavillon carré de Baudouin s'apparente à une vraie partie de campagne dans le 20e, accolé au jardin de 1800 mètres carrés qu'il surplombe. Premier équipement culturel de l'arrondissement, le pavillon est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1928. Aujourd'hui, il se consacre à la création contemporaine. Géré par la mairie du 20e, il héberge 3 expositions permanentes par an, des événements artistiques et culturels ou encore des séances
séances de cinéma. Jusqu'au 21 octobre, l'artiste franco-palestinien Tessir Batniji y présente son exposition « Quadrillage et bifurcation », une déambulation mêlant dessin, photographie, vidéo et sculpture. Après une quinzaine d'années sans rénovation, le lieu a fait l'objet de travaux de réhabilitation durant 9 mois, portant sur les salles d'exposition ou de projection jusqu'à sa réouverture au printemps dernier. D'abord une maison de plaisance. Le pavillon, comme lieu de rencontre et de fête à Ménilmontant, cela ne date pas d'hier. L'édifice était autrefois une maison de plaisance ou folie, construite au XVIIIe siècle pour accueillir un lieu de villégiature destiné aux fêtes et au plaisir. Il tient son nom actuel de l'un de ses premiers propriétaires, Nicolas Carré de Baudouin. Dans les années 1770, ce dernier demande à Pierre-Louis Moreau des Proux, maître des bâtiments de la ville de Paris, de dessiner un élégant pavillon doté d'un péristyle de 4 colonnes. L'architecte puise alors son inspiration dans les somptueuses villas palladiennes. Au début du XIXe siècle, le pavillon devient la propriété de la famille de Goncourt. Les frères écrivains Jules et Edmond évoqueront dans leur journal ce lieu enchanteur ayant marqué leur jeunesse. Après avoir été tour à tour un orphelinat, un centre médico-social et un foyer de jeunes travailleurs jusqu'en 1992, la ville acquiert le domaine au début des années 2000. Depuis, tous les événements culturels qui s'y déroulent sont gratuits. Rue de Ménilmontant, le mur extérieur du pavillon Carré de Baudouin sert également de support à des fresques d'art urbain, comme pour signaler aux passants qu'entre ces murs, la culture est reine et accessible. En pratique, le pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement, du mardi au samedi, de 11h à 18h, 19h le jeudi, gratuit. Plus d'informations sur www.pavilloncarrédebaudouin.fr. La MDPH 75, le guichet unique du handicap à Paris. Depuis sa création en 2005, la Maison départementale pour les personnes handicapées, MDPH, est le centre de référence du handicap à Paris. En constante évolution, le lieu accueille, informe et accompagne les usagers et leurs familles. Il est parfois très compliqué pour les personnes handicapées et leurs familles de rester seules face au handicap. Un besoin d'aide, d'une information ou d'un suivi. La Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, est l'organisme municipal par lequel il faut passer pour résoudre les problématiques rencontrées au quotidien. À Paris, plus de 7% de la population bénéficie d'un droit ouvert au sein de l'institution. On a un rôle important à jouer auprès des familles et des proches, explique Servane Jourdi, la directrice. L'organisme accompagne toutes ces personnes dans leurs demandes et les décisions médico-sociales inhérentes. Servane Jourdi poursuit. On encadre la gestion et les attributions. On a un rôle primordial dans le processus complet. Obtention d'une carte de stationnement, aménagement scolaire ou encore allocation, toutes ces démarches peuvent se faire avec l'aide de la MDPH. 4 guichets sont ouverts les lundis, mardis, mercredis et vendredis dans le 9e arrondissement, non loin de l'Opéra Garnier. Un accueil téléphonique est également disponible ces mêmes jours. Depuis 2018 et l'arrivée d'un nouveau formulaire de demande, l'organisme s'adapte au numérique. La modernisation de ces systèmes d'information permet d'offrir un téléservice qui facilite les démarches et le traitement des dossiers, explique Servane Jourdi. La MDPH accueille ainsi plus de 200 personnes par jour et prend jusqu'à 2000 décisions par semaine. L'expertise des bénéficiaires. Cette volonté de faciliter l'accès aux demandes ne s'opère pas que par le numérique. La MDPH travaille avec le comité des usagers et usagères, instance composée de salariés de l'organisme, de personnes en situation de handicap et d'aidants au quotidien de ces dernières. L'objectif, améliorer l'accès aux droits par l'expertise des bénéficiaires. Pour Delphine Pachou, mère d'une fille de 5 ans en situation de handicap, rejoindre ce comité vient de la volonté de faire avancer les choses. Elle explique: grâce au comité, on donne notre vision des choses avec des cas concrets. Servane Jourdi ajoute: on a besoin de ce regard extérieur, on travaille de façon collaborative et régulière, car la MDPH, c'est surtout une maison créée pour aider le plus grand nombre, conclut-elle. En photo sur cette page, on voit 2 agents de la ville de Paris qui se forment à la langue des signes française, LSF. Ici, elles apprennent à signer le mot solidarité. En pratique,
MDPH 75, 69 rue de la Victoire dans le 9e arrondissement. Numéro de téléphone 01 53 32 39 39. Accueil téléphonique les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 16h. Accueil physique de 9h à 15h les lundis, mardis, mercredis et vendredis. Accueil LSF les lundis et mardis de 9h à 13h et de 14h à 15h. Plus d'informations sur www.handicap.paris.fr. Ils ont le goût d'entreprendre et de nous régaler. Chaque année, le prix du goût d'entreprendre récompense des artisans des métiers de bouche dans leur première année d'activité. Découvrez les 5 lauréats 2023 et leurs pépites. Celui qui réchauffe les corps. Il y a 20 ans, Vincent Giraudet a travaillé en Écosse où il s'est initié à la fabrication du whisky. Depuis, il n'a eu de cesse de se rapprocher des distilleries, des alambics et de ceux qui travaillent la terre. Après une carrière à l'hôtel Crillon et au Meurice, il se forme au métier à partir de 2019. En 2022, il ouvre sa distillerie et s'approvisionne auprès des fermes urbaines parisiennes et des producteurs d'Île-de-France. D'ici 3 ans, il proposera son tout premier whisky. En attendant, vous pouvez découvrir sa collection de liqueurs des Toits de Paris qu'il confectionne à base de menthe poivrée, de verveine, de fraises et de framboises cueillies par ses soins, distille et embouteille en petites séries dans 2 alambics à repasse, méthode de distillation traditionnelle des whiskies écossais. L'alambic parisien, 32 rue du Volga, dans le 20e arrondissement. Celle qui donne du réconfort. Le moelleux rend joyeux. Hortense Béguin a le sens de la formule. Dans son restaurant boulangerie au décor rose et bleu, la chef propose un lieu de restauration relaxant autour d'une nourriture réconfortante, pâtisserie moelleuse, cookies roulés en tout genre et boissons chaudes et froides faites maison sont à la carte, confectionnées avec des produits frais, de saison et majoritairement français. C'est après des études de commerce et l'obtention d'un CAP pâtisserie qu'Hortense a réalisé son rêve d'enfant. Grande voyageuse, elle a tiré son inspiration de ses périples, notamment au Japon. Son pain de mie japonais et ses pancakes soufflés, déclinés dans une offre salée et sucrée, peuvent se déguster sur place ou à emporter. Fluffies, 44 rue de Cléry, Paris-Centre. Ceux qui ont trouvé la bonne alchimie. Dans la boulangerie de Solène Lesquer et Thomas Padovani, la Bretagne a rencontré la Corse. Leur pain bigoudin au miel de châtaignier de Corse et à la farine de sarrasin rappellent leurs origines respectives. Le couple utilise uniquement des levains naturels pour la fermentation des pains, notamment un levain liquide et un levain dur, respectivement appelés frapouille et fripouille. Leurs créations sont surprenantes, à l'image de la brioche ganache miel ou encore la morissette, un sandwich au pain bretzel avec pastrami, chou rouge, cheddar et moutarde au miel. On peut aussi emporter des pâtes crues sous vide, sans additifs ni conservateurs, pour faire ses propres quiches ou ses cookies à la maison. Frappe est situé 7 rue Sedaine, dans le 11e arrondissement. Celui qui aime le naturel, et basta. En 2013, Clément Brosseau, contrôleur de gestion dans une banque, change de vie et décide de partir à vélo, rencontrer des petits producteurs de fromage de France. À son retour, il ouvre la fromagerie Goncourt dans le 11e et obtient en 2014 son premier prix du goût d'entreprendre. En 2021, il ouvre sa 2e fromagerie, cette fois dans le 17e, en s'associant avec un de ses salariés, Grégory Davin. Le cahier des charges n'a pas changé et il est même affiché en vitrine du goût des animaux en pâturage, des saisons respectées, des fromages naturels, du lait cru, des ferments, de la présure et basta. Et une offre d'une dizaine de fromages à prix accessible proposée autour de 20 € le kilo. Fromagerie Goncourt-Jonquière, 14 rue de la Jonquière dans le 17e. Celui qui mélange les genres. Urbain Cancelier, 25 ans, voulait d'abord être médecin avant de reprendre la boucherie du marché couvert Saint-Germain dans le 6e. Lors de sa reconversion, il réalise son apprentissage auprès d'un ancien, comme il dit, pour connaître les pratiques et comprendre comment le métier a évolué. Son credo, travailler de beaux produits, proposer de la viande française et être en lien direct avec les éleveurs pour s'inscrire dans les nouveaux enjeux écologiques. Il a par ailleurs investi dans la modernisation de son corner de 44 mètres carrés pour notamment faire des économies d'énergie. Urbain aime travailler avec les autres artisans du marché, ce qui lui permet de proposer des planches inédites, comme sa planche charcuterie terre-mer préparée avec la poissonnerie Vio. Boucherie Saint-Germain, marché couvert Saint-Germain dans le 6e.
Entretien, William Amor, l'ennoblisseur de déchets. Les Grands Prix de la création de la ville de Paris distinguent chaque année 6 talents du design, de la mode et des métiers d'art. Rencontre avec William Amor, lauréat en 2019, avec ses fleurs créées à partir de déchets plastiques. Avec lui, un sac plastique devient un coquelicot. Un mégot de cigarette se métamorphose en mimosa, un filet de pêche en étamine. William Amor a de l'or au bout des doigts. Cet artiste plasticien se décrit comme un ennoblisseur de matières délaissées. En considérant les déchets comme des matériaux nobles, il les travaille à la façon d'un parurier floral ou d'un joaillier et crée des pièces pour les grands noms de la mode et du luxe. Autodidacte, il a inventé ses propres techniques et a inscrit son activité dans le secteur des métiers d'art. Sa récompense en 2019 par les Grands Prix de la création, il l'a vécu comme une reconnaissance et une formidable mise en lumière. Il raconte « Cela a rendu crédible mon art, une gageure vu la matière première de mes créations ». Avec l'aide financière qui allait avec le prix, il a pu quitter sa résidence aux ateliers de Paris et s'installer Villa du Lavoir dans le 10e, dans un atelier permanent. Au-delà de la poésie de ses créations qui rendent belles des choses moches, comme il dit, William Amor veut sensibiliser sur ces déchets terribles, symboles des dérives de notre société et des effets catastrophiques sur l'ensemble du vivant. Pour sa dernière installation monumentale au centre Beaugrenelle dans le 15e, il a invité les habitants à déposer une bouteille en plastique avec un message à l'intérieur pour en faire une cascade florale de 13 mètres de long et 7 mètres d'envergure. Et comme l'artiste est aussi engagé, une sculpture messagère a été vendue au profit de l'association Les Bonnes Fées qui milite pour la cause des femmes. Lui, l'enfant de Lorraine qui confectionnait des bouquets dans les champs et se passionnait pour le vivant, semble encore étonné de son succès. Tout est parti de ma rencontre avec un sac plastique, dit-il. Quand je suis arrivé à Paris dans les années 2000, il y en avait partout. J'ai focalisé sur ces sacs et j'y ai vu la transparence des pétales. Les métamorphoses qu'il réalise sont spectaculaires. Dans son atelier virevoltent roses et coquelicots, pivoines et dahlias qu'on croirait sortis de terre. Chaque jour, l'artisan se remet à l'ouvrage pour perfectionner ses gestes et ses techniques. Il détaille « Je trouve mes créations plus esthétiques et sophistiquées au fil des ans. Ce sont des heures de travail et de minutie. Mais si on crée pour se sentir vivant, c'est réussi. Aujourd'hui, je me sens absolument vivant. » Plus d'informations sur www.création au pluriel messagère au pluriel.com. Souvenir, souvenir. Marc Lemonnier, les agents en pèlerine, les poinçonneurs du métro, les jukebox dans les cafés, les motocrottes et les cabines téléphoniques. C'est avec une pointe de nostalgie que le journaliste Marc Lemonnier dresse un inventaire des petits riens disparus à Paris dans son livre « Paris, souvenirs, souvenirs ». Quel a été le point d'entrée de cet inventaire ? Le cinéma populaire des années 1950 à 1980, essentiellement, ces films toujours diffusés à la télé, où l'on voit des objets et des comportements qui n'existent plus, le jeton glissé dans les téléphones publics, le garçon du restaurant qui fait la note sur la nappe, la fumée de cigarettes dans les bars, etc. Ce sont des petites choses sans importance, mais qui changent tout. En effet, si la place de l'Opéra semble toujours être la même avec le Palais Garnier et les bouches de métro, ce ne sont plus les mêmes policiers, ni les mêmes bus ou les mêmes taxis que l'on y croise. Des objets comme le téléphone à cadran sont devenus mystérieux pour les nouvelles générations. Quel est le petit rien qui vous manque le plus ? Tout et rien à la fois. Je me souviens avec nostalgie d'un bus à plateforme qui transformait le trajet en voyage. Je pense aussi à la présence des animaux dans la ville. On pouvait se faire livrer son fromage en voiture à cheval jusqu'au début des années 1970. En revanche, je n'ai pas la nostalgie des éléments polluants. En 1980 encore, les voitures se garaient jusque dans la cour carrée du Louvre. Vous avez écrit une vingtaine de livres sur Paris, dont Paris les pieds dans l'eau ou Histoire du Paris libertin. D'où vient cette passion pour la capitale ? J'ai commencé à écrire sur Paris en écrivant sur les décors de cinéma. Paris est l'une des villes qui a le plus servi de décor à la fiction, au point que la fiction a influencé ce qu'elle est devenue. Je pense à l'Hôtel du Nord du quai de Gemap dans le 10e, ouvert bien après le tournage en studio du film de Marcel Carné, ou au nombre de bistrots qui portent le nom de film. Le livre Paris, souvenirs, souvenirs, écrit par Marc Lemonnier, est édité aux éditions Parigramme, 14,90 €. Kiosque.
Prêt pour la deuxième vie, réduire son empreinte carbone, c'est la promesse de ce guide qui veut aider à faire du bien à la planète et à passer au zéro déchet en faisant des économies. Magasin de vrac, recyclerie, friperie, 120 lieux pour dénicher des pépites et aussi des ateliers de réparation de votre vélo à votre électroménager. Guide du Paris zéro déchet, Delphine Lefeuvre, édition alternative, 15 €. Enfermés dehors, mars 2020, tous confinés. Près de Belleville, les 2000 habitants de la résidence Le Pressoir vivent reclus. Mais la vie s'organise très vite et la cour devient le lieu de rendez-vous conviviaux, dans le respect des gestes barrières, bien entendu. La photographe Magali Delporte en a profité pour capturer ces moments de vie inédits. La résidence photographie de Magali Delporte, aux éditions Intervalle, 34 €. L'Abbé Pierre raconté aux enfants. La collection Les Grandes Vies est de retour avec l'Abbé Pierre. Depuis son célèbre appel en hiver 1954 jusqu'à la création de sa fondation contre le mal-logement, des textes courts, faciles à lire et joliment illustrés racontent le parcours d'un homme dont le combat est malheureusement toujours d'actualité à partir de 8 ans. Les Grandes Vies, Jean-Michel Biliou et Sébastien Vassan pour les illustrations. Édition Gallimard Jeunesse, 11,90 €. Balade verte au sud de Paris. Saviez-vous que des menhirs étaient autrefois plantés là où se trouve aujourd'hui le parc Montsouris ? C'est le 6e jardin auquel s'intéresse Hélène Hervé. Elle propose ici une promenade dans un jardin haussmannien à l'anglaise où, au milieu des arbres, les instruments de Météo France enregistrent le climat depuis 1869. Le parc Montsouris, Hélène Hervé, aux éditions L'Harmattan, 14,50 €. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe Paris en commun. Rémi Ferraud, président du groupe. Paris fait place aux jeunes. Si la crise Covid a touché chacun d'entre nous, elle a eu des conséquences particulièrement lourdes pour les jeunes. C'est pourquoi, pendant la pandémie, la ville de Paris a soutenu les jeunes et les étudiants, notamment en finançant des associations de distributions alimentaires et en mettant à disposition des séances de soutien psychologique pour les plus fragilisés. Mais depuis de nombreuses années, la ville de Paris accompagne déjà ces jeunes au quotidien pour plus d'autonomie en matière de transport, logement, culture, sport, emploi et insertion dans la vie professionnelle. Les jeunes ont d'abord besoin de se déplacer et de se loger. La ville de Paris rembourse l'intégralité du pass Navigo pour les moins de 18 ans et investit massivement dans le logement étudiant et les foyers de jeunes travailleurs avec, par exemple, la construction de 600 logements étudiants rue de Castagnari dans le 15e ou encore le projet de rénovation du Crous Jean Sarail. Être jeune à Paris, c'est aussi pouvoir accéder au sport et à la culture grâce au pass jeune pour les 14-25 ans qui propose des offres gratuites ou à tarif réduit. Et c'est aussi la possibilité de participer à la vie citoyenne. La ville de Paris a pris plusieurs initiatives en ce sens. Le Conseil parisien de la jeunesse dès 2003, espace d'élaboration, d'initiatives et de concertation autour de nos politiques publiques. Le quartier jeune dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement et enfin l'Académie du climat dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement, pensée pour et par les jeunes pour se former aux défis climatiques. Relever le pari de la jeunesse, c'est préparer l'avenir, c'est agir pour la justice sociale, c'est permettre à toutes les générations de trouver leur place à Paris. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, @groupe PEC. Groupe Changer Paris. Pour une jeunesse parisienne responsable et libre. La jeunesse est un risque à courir, un risque qui en vaut la peine et une période que nous regardons a posteriori avec nostalgie. Avoir entre 16 et 25 ans, c'est accepter de traverser une période de changement structurant entre excitation et appréhension. Néanmoins, la précarité des jeunes est une réalité. Le coût de la vie étudiante augmente encore, le loyer moyen dépasse les 800 €, les distributions alimentaires connaissent un succès inquiétant, le sentiment de solitude et d'anxiété des jeunes s'aggrave. Lutter efficacement contre cet isolement et ce sentiment dépressif nécessite de sortir de l'approche victimaire et infantilisante défendue par la majorité d'Anne Hidalgo. Le groupe Changer Paris souhaite s'adresser à la jeunesse dans toute sa pluralité en la responsabilisant et en créant un environnement propice à sa liberté et à son émancipation. Premièrement, nous voulons créer un réel esprit de cohorte en resserrant le dispositif Paris Jeunes Vacances aux 18-25 ans. Il s'agit également de développer l'esprit citoyen
en sensibilisant les jeunes majeurs à l'inscription sur les listes électorales. Deuxièmement, afin de doter les étudiants d'un cadre responsabilisant, un nouveau modèle de résidence étudiante doit être imaginé, combinant chambres privées, espaces partagés conviviaux et une entraide généralisée. Troisièmement, l'émancipation des jeunes passe par la relance des dispositifs d'aide d'accession sociale à la propriété afin de leur permettre de s'ancrer à Paris. C'est ainsi que nous allons changer Paris en 2026. Aux élèves qui reprennent le chemin de l'école, aux parents et professeurs qui les accompagnent et plus généralement à tous ceux qui retrouvent le travail en cette fin d'été, le groupe Changer Paris vous souhaite à tous une bonne rentrée. Groupe Les Écologistes, Fatoumata Koné, présidente du groupe. Investissons pour un égal accès aux études. Paris est un centre universitaire au rayonnement international, attirant chaque année des milliers d'étudiantes et d'étudiants. En cette rentrée 2023, les écologistes appellent à une mobilisation contre la précarité étudiante, car si étudier à Paris est une chance, cela représente aussi un coût très lourd pour nombre d'étudiantes et d'étudiants et leurs familles. Le logement est au cœur des difficultés économiques des étudiantes et des étudiants, étant le premier poste de dépense. Il faut investir massivement dans la production de logements étudiants de qualité et à loyer modéré afin de favoriser la réussite universitaire de toutes et tous. Ainsi, sous l'impulsion des écologistes, le nouveau plan local d'urbanisme porte des propositions ambitieuses pour atteindre l'objectif de 40% de logements publics d'ici à 2035. Parce qu'on ne peut pas étudier sereinement sans accès à une alimentation de bonne qualité, nous sommes aussi engagés pour lutter contre la précarité alimentaire. Depuis la pandémie de Covid-19, dont une conséquence est l'inflation croissante du prix des denrées alimentaires, de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants ont basculé dans une situation de grande précarité, comme en témoignent les trop longues files d'attente d'étudiantes et d'étudiants aux distributions alimentaires. Nous avons ainsi fait adopter au Conseil de Paris de juin dernier un vœu portant l'ambition d'expérimenter une sécurité sociale alimentaire. Plus globalement, les écologistes militent également activement pour la mise en place d'un revenu minimum pour les jeunes de moins de 25 ans. Au groupe Les Écologistes, nous sommes engagés pour l'égal accès aux études, car chaque jeune doit pouvoir s'émanciper et développer ses talents. Étudier à Paris ne doit pas être réservé à celles et ceux qui en ont les moyens, mais doit être accessible à toutes et tous. Retrouvez-nous sur www.groupe-écologiste.paris. Groupe communiste et citoyen, Nicolas Bonnet-Oulalge, président du groupe. Le groupe communiste soutient les projets parisiens vecteurs d'émancipation pour les jeunes. Tant de surnoms donnés à cette génération de jeunes qui peinent à se relever des crises successives. Perte de liens sociaux, perte d'emploi, perte de repères et anxiété grandissante face à l'avenir, le désenchantement est total. Les conséquences sur leur santé mentale et physique sont très alarmantes et risquent de s'inscrire dans la durée. À Paris, les jeunes peuvent se rendre à Quartier Jeune, lieu ressource central qui leur est dédié, dans lequel des permanences d'accès aux droits et aux soins sont organisées. Notre groupe s'est battu pour qu'un poste de psychologue soit créé au sein du pôle santé. Celles et ceux qui n'ont pas perdu leur emploi se retrouvent exposés à des conditions de travail de plus en plus précaires. Notre groupe se bat régulièrement en Conseil de Paris pour que la ville renforce son soutien aux structures partenaires d'insertion par l'emploi, Mission Locale, E2C, qui accompagnent les jeunes dans leur démarche en leur permettant aussi de recréer du lien. Chaque année, l'approche de l'été accentue les inégalités. À Paris, 1/3 des jeunes ne part pas en vacances, faute d'en avoir les moyens, et 65 000 jeunes parisiennes et parisiens ne partent même jamais. Les vacances sont un droit, au même titre que l'accès aux loisirs ou à la culture, un droit essentiel en ce qu'il permet à chacune et chacun de s'évader du quotidien, de changer d'air, de faire des découvertes culturelles et sportives. Nous avons demandé en Conseil de juillet à ce que le budget alloué au chèque Paris Jeunes Vacances soit augmenté. Ce dispositif permet chaque année à 875 jeunes de recevoir une aide de 200 €. Nous avons obtenu 75 000 € de crédits supplémentaires, ce qui permettra le départ de 400 jeunes en plus cette année. Le groupe communiste continuera de soutenir les projets dans lesquels les jeunes s'investissent et encouragent leur autonomie, leur créativité et contribuent à leur émancipation. Suivre le groupe communiste et citoyen sur les réseaux sociaux, communiste au pluriel _du6 paris.fr. Twitter et Facebook, @élu au féminin et au pluriel, PCF Paris. Instagram, groupe communiste et citoyen Paris. Groupe indépendant et progressiste, Pierre-Yves Bournazel, coprésident, Delphine Burkli, coprésidente et les élus du groupe. La qualité du périscolaire parisien
en question. Aujourd'hui, à Paris, les situations sont marquées par de grandes inégalités. En fonction des arrondissements et des quartiers, les petites parisiennes et les petits parisiens bénéficient d'un panel d'activités périscolaires de qualité inégale. La ville de Paris a mis en place une offre périscolaire quantitativement importante, mais sans soigner la qualité de cette offre et donc sans véritable stratégie. Beaucoup d'ateliers, beaucoup d'intervenants, beaucoup de temps différents qui nuisent à la qualité des activités et des apprentissages. Les activités périscolaires manquent ainsi de lisibilité et de continuité dans les apprentissages des enfants. Elles doivent s'inscrire davantage dans un but essentiellement pédagogique et ludique. Pour y remédier, au groupe indépendant et progressiste, nous proposons une concentration du nombre d'ateliers et du nombre de thématiques différentes autour de 3 grandes orientations: culture, sport et éducation à l'éco-citoyenneté. Nous proposons aussi la création des mercredis au vert pour les enfants de l'élémentaire, avec des promenades en forêt, des visites de musées ou encore de fermes pédagogiques, etc. La situation des professionnels de l'animation, de l'éducation et du périscolaire doit également amener la ville à ouvrir une réflexion beaucoup plus large afin de les valoriser davantage et de mieux les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Les revendications répétées relatives à la précarité de leur profession et de leur statut doivent conduire l'exécutif à s'interroger sur leurs conditions de travail et plus globalement sur leur mal-être. À l'instar de ce que d'autres collectivités ont fait sur le périscolaire, nous appelons la ville de Paris à se saisir du sujet et à consulter davantage les familles parisiennes. Groupe Modem, démocrate et écologiste. Maud Gattel et les élus du groupe. Paris à 50 degrés, l'urgence d'adapter la ville. En juin dernier, le Conseil de Paris s'est prononcé sur le futur plan local d'urbanisme, PLU. Le travail mené autour de ce projet qui dessinera la physionomie de notre capitale pour les décennies à venir a permis de confirmer ce que le groupe Modem, démocrates et écologistes n'a de cesse de dénoncer. Malgré les effets d'annonce de l'exécutif, la politique de la mairie de Paris depuis 15 ans a été caractérisée par la bétonisation, les projets anti-écologiques, la multiplication des îlots de chaleur et l'abattage d'arbres. Avec une conséquence immédiate pour Paris et ses habitants, l'inadaptation de la ville aux conséquences du dérèglement climatique, comme l'ont démontré les derniers épisodes de canicule et le rapport de la mission d'information et d'évaluation transpartisane Paris à 50 degrés, rapporté par notre collègue Maud Lelièvre. Les conclusions de ce rapport sont alarmantes et ont été confirmées par l'étude de The Lancet Planetary Health, publiée en avril 2023, révélant que Paris est la ville où l'on a le plus de risques de mourir des canicules en Europe. Face à ce constat, il est urgent et vital d'agir, stopper l'artificialisation des sols, adapter l'urbanisme aux fortes températures pour préserver l'habitabilité de nos logements, mieux faire circuler l'air, multiplier les îlots de fraîcheur, préserver la biodiversité. Malheureusement, le nouveau PLU manque d'ambition sur ces points. L'exigence climatique à laquelle nous sommes confrontés nécessite que l'on déploie tous les moyens possibles pour adapter la ville sans dogmatisme. Il y va de la protection des Parisiens. Les bons plans à Paris. Bénéficiez des avantages proposés par votre magazine à Paris. Un magnifique catalogue pour les amateurs de pierres précieuses. Diamants, rubis, émeraudes, aigues marines, turquoises, etc. Extraites des profondeurs de la terre, les gemmes, pierres précieuses travaillées par l'homme, ont toujours été considérées comme des instruments de pouvoir et des objets de séduction, mais aussi comme des sujets scientifiques plongés dans l'histoire de la terre ainsi que dans les processus de formation des minéraux et des bijoux. Pour gagner un des 2 catalogues pierres précieuses, participez au tirage au sort en envoyant un email à invitaparis, invitaparis@paris.fr avec vos coordonnées le mardi 26 septembre. Balade à la ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes. Pour la rentrée, partez en famille à la découverte des animaux insolites de la ménagerie. Kangourous arboricoles, binturongues, tapirs malais, etc. Et de nouveaux arrivants, les diables de Tasmanie, ces fascinants marsupiaux dotés d'un cri strident. Venez à la rencontre de ces petites bestioles originaires du sud de l'Australie, carnivores, mais pas si diaboliques que ça. Pour gagner 2 des 6 places mises en jeu assorties d'un des 3 exemplaires du guide de la ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes, envoyez un email avec vos coordonnées à invite, à paris@paris.fr le mardi 3 octobre.
Une affiche Nuit Blanche. Cette année, Nuit Blanche a eu lieu pour la première fois en juin. Kitty Hartel, la directrice artistique, s'est inspirée de Fitzcarraldo, film allemand sur la fièvre du caoutchouc en Amazonie au début du XXe siècle. Dans la même veine, l'affiche de cette édition, à la fois colorée et tribale, créée par la graphiste Marine Crispin, a remporté un énorme succès. Pour gagner une des 5 affiches Nuit Blanche au format 120 x 176 cm, envoyez un email avec vos coordonnées le mardi 10 octobre à inviteaparis@paris.fr. Le petit manuel du jeune parent parisien. La capitale regorge d'activités pensées pour les tout-petits. Visites culturelles adaptées, baby yoga, massage parents-enfants ou initiation à la langue des signes se pratiquent dans les musées, cafés associatifs, etc. Voici un guide indispensable pour faire le plein de bonnes adresses et de conseils en matière de boutiques, restos et autres lieux baby-friendly. Pour emporter un des 3 exemplaires du Paris des tout-petits de Caroline Dachavini, envoyez un email avec vos coordonnées à invite à paris@paris.fr le mardi 17 octobre. Conditions générales d'utilisation. Les gagnants sont sélectionnés par ordre chronologique dans une boîte email dédiée inviteaparis@paris.fr le jour du tirage au sort indiqué dans le jeu concours. Seuls les premiers participants sont retenus. Sans réponse dans les 3 mois, vous pouvez considérer que vous n'avez pas été désigné. Quiz. À l'occasion de la rénovation du Pont des Arts cet été, testez vos connaissances sur les ponts de Paris. Combien y a-t-il de ponts sur la Seine à Paris ? Réponse A, 27. Réponse B, 37. Ou réponse C, 47. La bonne réponse est B, 37. Le pont de la Concorde a été construit avec les pierres d'un édifice peu commun. Lequel ? A, le château de Versailles. B, la prison de la Bastille. Ou C, le palais des Tuileries. La bonne réponse est B, la prison de la Bastille. Le pont aval est le plus long de Paris. Combien mesure-t-il ? A, 312 mètres. B, 350 mètres. Ou C, 399 mètres. La bonne réponse est A, 312 mètres. Avec quel bois est rénové le pont des Arts en 2023 ? Réponse A, du chêne. Réponse B, du bambou. Réponse C, du bilinga. La bonne réponse est C, du bilinga. D'où le pont au double tire-t-il son nom ? A, du double étage dont il dispose. B, du double denier qu'il fallait payer pour le traverser. Ou C, d'un jeu de dés très populaire au XVIIe siècle. La bonne réponse est B, du double denier qu'il fallait payer pour le traverser. Sous quel pont s'enlacent Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard dans le film Inception ? A, le pont de Bir Hakeim. B, le pont de Bercy. C, le pont Édith Piaf. La bonne réponse est A, le pont de Bir Hakeim. Quel est le plus vieux pont de Paris ? A, le pont Louis-Philippe. B, le pont Neuf. Ou C, le pont Notre-Dame. La bonne réponse est B, le pont Neuf.